Nous sommes de retour dans le studio de l'Université de Berlin. Samuel Finzi est un comédien célèbre en Allemagne. Aujourd'hui, il interprète une multitude d'émotions pour les autistes. Dans une série policière allemande intitulée Fleming, il joue le rôle d'un psychologue capable de décrypter tous les sentiments et tous les mensonges. Il maîtrise aussi l'art du flirt à la perfection. La preuve. Les autistes ont énormément de mal à flirter. Le flirt est plein de mimiques subtiles et de sous-entendus. Il faut comprendre ce que l'autre veut vraiment exprimer quand il dit certaines choses. Il est rare qu'on verbalise explicitement ce qu'on veut, surtout dans le flirt. Quand on ne se connaît pas et qu'on n'a que le langage corporel et les expressions du visage pour déchiffrer l'autre, l'autiste est perdu. Rainer s'intéresse au savoir que possèdent ses semblables. Pour y accéder, il a besoin d'apprendre le langage non verbal des sentiments. Premier exercice, les puzzles. Il faut retrouver l'émotion exprimée par les yeux dans l'une des bouches. Ses lèvres expriment-elles du dédain, de la moquerie, de la tristesse? Difficile à dire, même pour un non-autiste. Ces choses que l'on sait d'instinct deviennent très compliquées quand on se met à y réfléchir. Les autistes ont du mal à se concentrer sur les yeux. Quel regard correspond à cette bouche? Ses yeux sont-ils rieurs? Le but de ces exercices est de stimuler dans le cerveau les connexions neuronales impliquées dans la reconnaissance des visages. L'analyse du regard permet de voir ce que le sujet observe. Ce sont les zones colorées sur les photos. Chez le sujet autiste, à droite, l'attention est moins centrée sur les yeux que chez le sujet normal, à gauche. L'analyse du cerveau chez les autistes montre également un dysfonctionnement de la région responsable de la reconnaissance des visages. Les exercices permettront peut-être une amélioration. L'analyse du cerveau pourrait aussi ouvrir de nouvelles perspectives dans les enquêtes judiciaires. Cette vidéo montre les auteurs des attentats du 7 juillet 2005 à Londres. Et si les caméras permettaient un jour de repérer des terroristes avant qu'ils n'agissent sur la base de leur micro-expression? La peur des attentats a ouvert un débat sur les nouvelles méthodes de surveillance. Les forces de l'ordre américaines sont formées à la méthode Ekman, sans grand résultat. Malgré cela, plusieurs pays songent à introduire un contrôle des mimiques. Certains s'insurgent contre ces méthodes et dénoncent le risque de dérive. Ils craignent que de nombreux innocents ne soient soupçonnés à tort. Mais d'autres imaginent déjà l'étape d'après. John Dylan Haynes est un chercheur allemand en neurosciences. Son rêve, lire dans les pensées pour repérer les intentions criminelles. Il travaille sur un détecteur de mensonges totalement objectif et infaillible. Son principe, lire directement dans le cerveau des personnes suspectes. Pour la petite histoire, j'étais à Londres au moment des attentats. C'est cela qui m'a donné envie de savoir si on pouvait détecter dans l'activité cérébrale d'un individu qu'il a été, par exemple, dans un camp d'entraînement terroriste.
Le cerveau d'un terroriste passé par un de ces camps devrait reconnaître certains éléments caractéristiques qu'il a vus là-bas. Les lieux visités par un individu laissent-ils des traces dans le cerveau que l'on peut retrouver toute sa vie durant? L'équipe de Haynes a fait le test avec une sorte de jeu vidéo. Les sujets visitent virtuellement des maisons et s'imprègnent de ce qu'ils voient. L'objectif à terme est de confondre des criminels. Il suffirait de leur montrer des images des lieux de leurs crimes et de mesurer leur réaction neuronale. Est-ce de la pure science-fiction ou le détecteur de mensonges de demain? Pour savoir si quelqu'un ment, on peut l'interroger. Étais-tu sur les lieux du crime? Avais-tu une arme? Mais on peut aussi regarder directement dans son cerveau. Si un cerveau voit quelque chose qu'il a déjà vu, qu'il connaît déjà, ou dont il a déjà eu besoin pour réaliser une action, il présente alors des caractéristiques déterminées, des signatures dans le cerveau que l'on peut reconnaître. On montre au sujet des vidéos de lieux connus et inconnus, puis on mesure l'activité de son cerveau. Le sujet ne peut pas agir consciemment sur la zone impliquée dans la reconnaissance de lieux. Il est plus facile d'examiner cette zone que de chercher d'hypothétiques signes de mensonge dans le cerveau. Il n'y a pas de centre du mensonge dans le cerveau. C'est une fonction trop complexe pour cela. Elle implique des zones du cerveau liées à l'imagination et à la création, parce que le mensonge demande d'inventer des choses. Mais elle implique aussi des zones liées à l'inhibition, parce que le mensonge suppose aussi de taire la vérité et de refouler ses souvenirs. Deviner les pensées d'un individu d'après son activité neuronale est très compliqué. Il faut d'abord savoir à quoi ressemble l'activité du cerveau lorsqu'on reconnaît un lieu. Ensuite, il faut entraîner l'ordinateur à repérer ce schéma. C'est comme un puzzle de 1000 pièces d'un paysage marin, tout en dégradé de bleu. Mais le détecteur neuronal de mensonges fonctionne. Quand le sujet reconnaît un lieu, toutes les zones du cerveau liées au but et aux intentions s'allument. Inutile de nier, votre cerveau vous a trahi. Ce serait génial si dans les aéroports on pouvait contrôler en quelques instants si un passager a l'intention de faire exploser un avion. Mais je ne pense pas que cela soit possible dans les prochaines années, parce que les intentions criminelles d'un terroriste peuvent être de nature très variée. Ça peut être une bombe, un pistolet, une prise d'otage, etc. Il faut donc explorer de manière systématique toutes les intentions possibles. Et pour l'instant, ce n'est pas évident. Pour savoir si un suspect a été dans un camp d'entraînement, il faudrait déjà posséder des photos de ce camp. Mais si ces images n'existaient que dans l'imagination du suspect? Alors comment déceler les intentions d'un individu? Paul Ekman aussi cherche à repérer les assassins potentiels avant qu'ils n'agissent.
Les services secrets m'ont donné un film présentant 110 tentatives d'assassinat. Ça a été mon premier élément pour concevoir une méthode d'identification des meurtriers potentiels. Dans certains cas, j'ai pu repérer la personne avant qu'elle n'agisse. Dans un second temps, j'ai interrogé des gardes du corps qui avaient réussi à identifier un meurtrier avant qu'il ne frappe. Je leur ai demandé quels détails avaient retenu leur attention. Donc, je ne suis pas parti de rien. Grâce à ce film sur les tentatives d'assassinat, j'ai pu étudier des cas concrets. J'ai interrogé des gens qui avaient réussi à repérer un criminel avant qu'il n'agisse. Ce visage a longtemps été une énigme pour le monde entier. Peut-on y déceler une intention? Est-ce la figure du mal? Que nous dit réellement ce visage? Attention, ce n'est pas parce qu'on détecte une micro-expression qu'on sait ce qui provoque cette émotion chez la personne. Il y a beaucoup de gens dans les aéroports qui sont énervés, stressés ou en colère, et qui regardent les contrôles de sécurité avec un air de mépris pour mille et une raisons. Les micro-expressions sont un indice à prendre en considération, mais elles ne disent rien sur les pensées des gens. Rainer Deleu parvient de mieux en mieux à reconnaître les visages et les émotions d'autrui, même s'il se sent encore comme un martien parmi ses semblables. Rainer est une encyclopédie ambulante. Il a contribué à la rédaction de nombreux articles de Wikipédia sur l'architecture, la culture ou l'histoire. Il lit beaucoup et assimile une masse importante de données. Mais le secret des mimiques ne s'apprend pas dans les livres, même aujourd'hui. L'aptitude à percevoir les émotions d'autrui est un don de la nature, que nous appelons intuition. Certains êtres sont particulièrement doués dans ce domaine. Ce sont les magiciens de la vérité. Ils perçoivent des micro-expressions d'une fraction de seconde. Mais les pensées d'autrui leur restent inaccessibles. Car en dépit des découvertes de Paul Ekman et du détecteur neuronal de mensonges, nous sommes encore loin de pouvoir lire dans les autres comme dans un livre ouvert. D'ailleurs, le monde ne serait-il pas un enfer si nous pouvions tout deviner des pensées de ceux qui nous entourent ?